Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème de l'analyse de fréquence de pas de piétons dans Axis VM, cette analyse qui est encore appelée Footfall Analysis en anglais. Je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue Monsieur Peter Walker qui répondra à vos questions si vous en avez. Vous pouvez poser vos questions sous questions et mon collègue me répondra alors par écrit. La présentation d'aujourd'hui se déroule en deux parties. La première partie est une brève vue d'ensemble du contenu technique et de la méthode de fréquence de pas, FFA. La deuxième partie, je vais vous montrer comment utiliser ça dans Axis et comment régler les différents paramètres et comment interpréter les résultats. Les oscillations ont des influences différentes sur les structures. Elles peuvent provoquer des dommages structuraux, entraver le confort ou le fonctionnement du bâtiment. Et l'analyse de fréquence de pas est pour les ingénieurs un outil simple pour quantifier la perception des oscillations provoquées par les piétons sur les structures. L'analyse de fréquence de pas FFA est une analyse dynamique qui est plus spécialisée que l'analyse time history, mais qui, elle, offre plus de possibilités et demande en revanche un temps de calcul et d'analyse des résultats supplémentaires. L'analyse FFA se restreint à la perception d'oscillations causées par les piétons. En revanche, l'analyse time history peut considérer plus d'effets, comme je l'ai déjà dit. Elle peut considérer en plus des effets horizontaux, des oscillations horizontales ou le phase locking, qui correspond à la synchronisation des pas de plusieurs piétons quand le bâtiment entre en oscillation, c'est-à-dire qu'on considère la possibilité de considérer l'interaction entre les différents piétons qui marchent sur une structure. L'analyse de fréquence de pas de piétons, l'analyse FFA, donne comme résultat un facteur oscillatoire qu'on va après comparer avec des valeurs directives qui nous sont données pour voir si les oscillations sont admissibles ou non. En revanche, ces valeurs limites directives qui nous sont données dans les documents, dans la théorie, dans la littérature, sont uniquement des valeurs qui sont données pour des bâtiments et donc on n'a pas de valeur pour les ponts pour l'instant. Quel est le domaine d'application principal de l'analyse FFA? L'analyse FFA permet d'évaluer les oscillations pour des dalles d'étage et des escaliers dans des bâtiments. Donc des escaliers, c'est donc des dalles inclinées, des rampes, des escaliers qu'on modélise en Axis comme des rampes. Et cela, cet effet oscillatoire, joue un rôle important pour les systèmes porteurs légers, c'est-à-dire des dalles en bois ou des toits avec des tôles profilées. L'analyse FFA comprend deux comportements différents que vous voyez ici sur cette slide. Le premier, c'est le comportement typique d'une structure rigide où les oscillations décroissent entre chaque pas et donc on a comme des stimulations individuelles entre chaque pas. Et donc chaque pas peut en fait être considéré séparément comme on le voit sur le graphique de gauche. Par contre, pour les structures souples, on a des oscillations stationnaires et des stimulations continues. Chaque pas contribue à l'amplification de l'amplitude de l'oscillation et à cause de ou grâce à l'amortissement, l'amplitude est limitée et n'explose pas vers l'infini. Donc ça, c'est les deux types de comportements qu'on peut avoir et ces comportements dépendent directement de la rigidité de la structure ou de l'élément de structure qu'on va considérer. Je ne vais pas rentrer dans les calculs dans les calculs et dans la théorie de la méthode qui a été implémentée. Pour ceux que ça intéresse, il y a tout un manuel utilisateur avec tous les détails de la théorie, avec les formules qui ont été utilisées et aussi des exemples directement qui sont montrés dans un document que vous pouvez trouver sous Axis, sous Aide, ou bien vous pouvez nous contacter, on vous le fournit volontiers.
Les deux documents, les deux directives qui sont utilisées pour la fréquence de pas, l'analyse de fréquence de pas, c'est d'un côté, c'est le Cement and Concrete Industry, ici à gauche, et à droite, c'est le Steel Construction Institute à droite. Donc on a ces deux documents et ces deux procédés qui sont très similaires, mais qui ont quelques différences, mais qui ont une approche similaire et qui sont aussi des résultats qu'on peut comparer, des résultats comparables car ils représentent la même grandeur. Je ne vais pas aller dans les détails de ces deux théories. La seule chose qui est importante pour la compréhension, c'est que en fait, on va faire pour l'analyse FFA, on va au préalable faire une analyse oscillatoire et après on va déterminer pour chaque mode, on aura la fréquence. Ici, sur l'axe des X, c'est la fréquence. Et on va déterminer une valeur, une vitesse ou une accélération en fonction de la méthode. Et on va faire ça pour chaque mode. Et tout à la fin, on va faire une moyenne pondérée de toutes ces valeurs qu'on a déterminées. Et on aura ce facteur oscillatoire R. Ce facteur, c'est le seul output de l'analyse. On a juste un facteur oscillatoire. Donc c'est assez facile, c'est assez rapide pour évaluer les résultats et pour les lire. Voilà. Passons alors maintenant sur un modèle concret dans Axis. J'ai ici le bâtiment que je vais étudier aujourd'hui. Alors, c'est un bâtiment en bois, en béton, bois, et les dalles ici, elle est en bois. Ici, les murs sont en maçonnerie. On a la dalle en bois, et c'est ici la dalle en bois et en béton, et c'est la dalle en bois qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, l'analyse FFA, elle fait en 2 étapes. Au préalable, il faut faire une analyse oscillatoire. Pour cela, il faut au préalable, comme pour l'analyse sismique, en fait, avoir défini une combinaison de charges, SLS quasi permanente avec un facteur de 1 pour les charges permanentes et un facteur de 0,3 pour les charges utiles. Et après, je vais ici sous oscillation et je lance l'analyse oscillatoire. La seule chose, donc bien sûr, je dois définir ici, je dois dire quelle combinaison je veux utiliser. Après, les autres paramètres, c'est la même que pour l'analyse sismique. Ce qui change, c'est ici. Ici, on a dit on fait une analyse uniquement avec les oscillations verticales. Donc, je vais uniquement déterminer les composantes en Z. Je vais prendre uniquement la masse en Z pour mon analyse. Et ici, le nombre de modes, je ne peux pas savoir à l'avance. Ici, contrairement à l'analyse sismique, le but, c'est pas d'avoir 90% de participation massique. Ici, le but, ça va prendre en compte autant de fréquences de manière à ce qui puissent être provoqués par des piétons. Typiquement, on va dire qu'un piéton avec sa masse, il peut pas mettre en oscillation une structure d'une fréquence de plus de 15 Hz. Et du coup, on va essayer de prendre en compte toutes les modes jusqu'à 15 Hz. C'est un peu là comme ça la directive. Alors, je vais lancer ces calculs. Voilà, alors je vais changer ici d'affichage. Maintenant, je regarde ici les modes que j'ai. Alors j'ai la première fréquence à 4,22 et la dernière à 16,19. Je vous disais, on part du principe qu'un piéton ne peut pas générer une fréquence supérieure à 15 Hz parce qu'il n'a pas assez d'énergie. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va s'arrêter ici au mode 27, les 3 derniers modes.
On n'en a pas besoin vu que la fréquence elle est supérieure à 15 Hz. C'est pas grave, on va quand même prendre ça pour maintenant. Je peux ici dans le tableau aller les désactiver. Voilà. Et maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc ça, c'est l'analyse de fréquence de pas en soi. Donc c'est là ici le petit icône avec le petit bonhomme qui marche. Et ici, de nouveau, il y a plusieurs paramètres à entrer. Le premier, c'est ici, je dois lui dire le nombre de modes à utiliser. Quel mode? Alors, est-ce que je veux tous les modes? Est-ce que je veux uniquement les modes activés dans le tableau des facteurs de masse modale? Ou bien est-ce que je lui dis prends uniquement ceux en dessous de 15? Je peux choisir. Je vais laisser la valeur par défaut. Pour la méthode d'excitation, je vais vous montrer ça sur un schéma. Alors, vous voyez ici, l'analyse stimule la structure en quelques points et en fait, on considère qu'un piéton qui marche sur place et on peut placer ce piéton à plusieurs endroits dans le système. C'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple ici du cadre du milieu, on va placer ici le nœud qu'on veut évaluer la valeur ici en rouge, et le piéton il va être placé une fois là, une fois là, une fois là, et une fois là, et il va commencer à sauter pour induire des oscillations, et on va regarder pour ces 4 cas, lequel cas est le critique en termes de résultat, et on va aller, et c'est cette valeur qui va être prise comme résultat. Donc en fait, il détermine l'effet critique de toutes les positions qu'il a considérées. Bien évidemment, ici, la sollicitation est uniquement au nœud étudié. Donc le calcul est très rapide, mais par contre, on a juste à un endroit. Et ici, c'est à tous les nœuds, c'est la partie de droite, là, c'est l'analyse la plus complète. C'est-à-dire qu'on va placer les piétons à chaque endroit, et pour chaque nœud, on va évaluer quelle est la position critique en termes de résultats. Qu'est-ce qui donne les résultats les plus défavorables? Alors bien sûr, ici, le temps de calcul est plus long. Par contre, les résultats sont plus précis. Ici, pour ce cas-là, ici, dans chaque point, la stimulation est étudiée au niveau de tous les autres nœuds du système pour avoir ces résultats précis. Dans la plupart des cas, la méthode intermédiaire avec le temps de calcul intermédiaire de prendre uniquement les valeurs d'extrémité des modes, elle est bien suffisante et elle donne des bons résultats. Donc c'est ce que je vais utiliser maintenant. Pour ce qui est le facteur d'amortissement, là aussi on a des directives qui nous sont données. En gros, j'ai quelques tableaux que je dois lire, déterminer dans quelle catégorie mon bâtiment appartient. Et à la fin, je fais la somme entre l'amortissement de la structure, de l'amortissement après installation et après extension. Et j'ai alors mon amortissement total. Moi ici, je vais laisser la valeur 5. La valeur par défaut, 5. Et après, viennent en compte les deux méthodes que je vous ai présentées tout à l'heure, la méthode CCIP et la méthode SCI, qui sont des méthodes similaires, avec des paramètres d'entrée différentes par contre. Vous voyez ici, il faut entrer le nombre de pas, la masse, et pour l'autre, SCI, il faut entrer la longueur du trajet du piéton. Donc ça correspond plus ou moins, c'est juste le chemin de trajet qui change, mais c'est le même genre de grandeur. Et vous avez peut-être vu aussi, ici pour la SCIP, on peut déterminer les fréquences sur les dalles et aussi sur les escaliers. Par contre, pour l'autre, la CCIP, on détermine uniquement sur les dalles. On détermine juste sur les dalles, on ne peut pas déterminer les résultats sur les rampes, donc sur les escaliers, sur les rampes inclinées. Et finalement, ici en bas, pour l'autre méthode, on peut encore déterminer la courbe de pondération, que je ne vais pas entrer en détail dans cette présentation, mais que je vais laisser ici pour les résultats d'oscillation moyenne. Alors, c'est tout bon, j'ai choisi une combinaison et je vais lancer le calcul. Et tac, j'ai déjà mon résultat. Et je vous disais, le résultat de ce calcul, de cette analyse, c'est juste un seul facteur, le facteur de réponse oscillatoire qui apparaît tout en bas des modes.
Et j'ai une valeur, j'ai juste une seule valeur, le facteur de réponse R, des valeurs d'extrémité, que je peux afficher maintenant ici. Uniquement pour les dalles, hein, c'est exactement ce que je lui avais dit, et on voit ici que j'ai quelque chose entre, je vais juste afficher là, voilà, pour les dalles, j'ai quelque chose qui va de 0 à 58. Vous voyez que ici c'est la dalle en bois, celle du haut, comme attendu en fait, la dalle en bois qui a le plus le facteur de réponse oscillatoire le plus élevé, et c'est celle-là qu'on va devoir analyser. Comment savoir si ces valeurs sont admissibles, comment pouvoir les interpréter? En fait, les directives, on a des documents directifs pour pouvoir comparer ces valeurs avec des valeurs limites proposées, que je vais vous montrer dans la slide. Et alors, il y a deux documents qui sont fournis, donc deux documents complémentaires. Le premier, c'est les British Standards, ici, et le deuxième, c'est le SCI. Et en fait, ici, il donne pour chaque type de bâtiment ou de lieu où on est en train de faire cette analyse, il donne le facteur de réponse oscillatoire admissible en fonction si c'est une sollicitation constante ou ponctuelle. Ici, vous voyez, par exemple, pendant la nuit, le facteur, il est plus bas parce qu'on considère qu'on est plus sensible. Et en fait, le but, c'est que le facteur réponse oscillatoire on obtient dans Axis soit inférieur au facteur qu'on trouve ici. Pour garantir justement le confort et le confort de l'utilisateur qui utilise ce bâtiment. Moi, je vais choisir la catégorie bureau charge sollicitation constante, donc on va être un facteur de 4. Et je vais dire que je ne veux pas avoir plus que 4 de sollicitation. Alors, on voit déjà là ici que ça va pas être respecté, qu'on a un facteur beaucoup trop élevé. Alors, je vais juste la sélectionner pour juste voir ces résultats-là, pour une meilleure visibilité des résultats. Voilà. Alors, pour une meilleure lisibilité, je peux aussi regarder quelles sont les zones qui restent dans ma fourchette que je me suis fixée, donc qui sont en dessous de 4, et quelles sont les zones où je dois réfléchir qu'est-ce que je dois faire pour garder ce facteur de réponse oscillatoire aussi bas que prévoit la directive. Donc je vais adapter la légende et mettre une valeur inférieure de 4. Et là, je vois qu'en fait, toutes ces zones-là, il n'y a pas de souci. Par contre, tout le reste, il va falloir adapter quelque chose pour garantir les conforts pour diminuer les perceptions des oscillations dans la dalle. Vous voyez ce facteur de réponse oscillatoire ici, il n'a pas de dimension. Et dans ce cas, vu qu'on a utilisé l'option stimulation en valeur d'extrémité, il représente la valeur moyenne pondérée de l'accélération maximale des sollicitations étudiées. Ça a l'air compliqué, ça sonne compliqué, mais c'est voilà, cette valeur moyenne pour déterminer, à partir du graphe qui était déterminé à partir de la courbe, d'une des courbes que je vous ai montré rapidement dans un slide tout à l'heure. Alors, du coup, ce que vous voyez déjà ici, alors j'avais qu'une seule dalle dans mon bâtiment qui me fait vraiment potentiellement souci, et les autres, c'est des dalles en béton qui, en principe, n'ont pas de problème à ce niveau-là. Ce qui peut être très judicieux, surtout si on a plusieurs dalles en bois dans plusieurs modèles. Ça peut vraiment faire du sens d'isoler les dalles et de faire l'analyse séparée pour éviter qu'on confonde ici les modes, on confonde les modes de différentes dalles qu'on utilise les résultats différents et qu'on perde la vue d'ensemble. Pour cela, vous pouvez soit la copier, cette dalle, l'isoler, faire un modèle séparé, ou bien vous pouvez utiliser notre application 3D2 ici, qui va automatiquement séparer, je vais lui dire d'exporter cette dalle avec toutes les charges. Donc je vais en fait créer un modèle 2D.
Ah, oui, je dois encore faire le calcul statique. Sinon, il ne veut pas me laisser faire. Et le but, en fait, c'est de simplifier le modèle, d'alléger le modèle et d'avoir ma dalle dans un modèle séparé pour pouvoir faire l'analyse FFA. Donc là, je lui dis, je veux juste prendre cette dalle-là, l'isoler, et il va me la mettre dans un autre modèle. Il va me la créer dans un autre modèle, il va avec isolé, mais il va reprendre toutes les charges qu'il a trouvées du modèle dont je l'ai exporté. Et il va aussi, vous allez voir, garder mon système statique avec les efforts et les appuis que j'avais eus. Donc je vais juste ouvrir le modèle qui vient de me créer. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein. Tous les restes, ils sont partis. Il a gardé ici les charges, dans chaque cas de charge, il a gardé exactement les mêmes cas de charge que j'avais dans l'autre, et il a mis, au lieu des colonnes, il a mis des appuis pour avoir ce modèle 2D. Et maintenant, du coup, j'ai ma dalle, je suis tranquille, et je peux faire mon analyse oscillatoire comme pour l'autre bâtiment, et dans ce cas-là, ici, j'ai des résultats très similaires, avec une différence négligeable, donc ici, il n'y a pas de souci. Je vous montre déjà le modèle que j'ai calculé pour vous montrer la différence des résultats. Quand est-ce que ça fait une différence quand tu utilises un modèle 2D? Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est quand on a des modèles où dans la direction verticale, on a des rigidités très différentes. Donc, par exemple, ici, si on a un mur qui est beaucoup plus souple que les murs ici à droite, et que c'est des formes beaucoup plus, alors dans ce cas-là, les rigidités, on peut plus considérer un système statique comme ça, et donc on peut plus isoler. Mais et donc c'est mieux s'il faut garder un modèle en 3D. Par contre, si on a un système rigide et plus ou moins symétrique, comme c'était le cas comme j'avais dans le modèle que je vous ai montré, on peut considérer un système statique comme ça, et donc on peut isoler et on aura des résultats de différence négligeable. Et donc on peut tout à fait le faire. Par contre, si c'est des résultats avec des rigidités, des répartitions de rigidité asymétriques, alors nous on déconseille d'utiliser soit l'application et soit d'isoler pour éviter des erreurs. On est déjà arrivé à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez pu avoir une petite vue d'ensemble de la méthode. Bien sûr, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter sur support@ingwer.ch ou bien le numéro de téléphone que vous trouvez ici. Je vous invite déjà maintenant au prochain webinaire qui sera sur les modèles en plan et les modèles dans l'espace. Donc on va reprendre un peu juste ce que je vous disais sur le slide précédent, le fait les différences de modélisation et dans quel contexte c'est bien d'utiliser un modèle 2D et quand c'est mieux d'utiliser un modèle 3D. Et ce prochain webinaire, il aura lieu le mardi 23 octobre à 14h15. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Au revoir.